Bonjour à tous. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre les questions cribles consacrées à la montagne. Développement économique, aménagement du territoire, problématiques foncières. Les sénateurs vont passer au crible une thématique. C'est donc cet après-midi la montagne. Pour laquelle c'est Cécile Duflot, la ministre de l'aménagement du territoire et du logement, ministre de l'égalité des territoires, qui répondra aux questions des sénateurs. C'est Pierre Jarlier pour le groupe UDI-UC qui doit être le premier à prendre la parole. Tout de suite, direction l'hémicycle. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur la montagne, aménagement du territoire, problématiques foncières, développement économique, posées à Madame Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement. Je rappelle que l'auteur ou la ministre, pour sa réponse, dispose chacun de 2 minutes. Une réplique d'une durée d'1 minute au maximum peut être présentée par l'auteur de la question ou l'un des membres de son groupe politique. Je vous demande de respecter cette durée dans le temps de parole. Pour la première question, la parole est à Monsieur Pierre Jarlier pour le groupe UDI-UC. Merci Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues. Les territoires de montagne sont soumis à des handicaps spécifiques qui nécessitent des réponses adaptées des pouvoirs publics. Nous l'avons souvent rappelé ici avec mes collègues montagnards, notamment avec Jean-Paul Amodry, avec lequel je partage ce propos. L'Europe et l'État ont reconnu ces difficultés en matière agricole en ouvrant la voie à une meilleure prise en compte des spécificités de notre agriculture de montagne dans la nouvelle politique agricole commune. Mais à ces particularités s'ajoute parfois un certain isolement, une faible densité démographique et des contraintes géographiques et climatiques qui rendent plus difficile la vie quotidienne. Cette situation est particulièrement vraie en moyenne montagne, qui subit une réelle mutation sociale liée à une perte très importante d'actifs agricoles qui constituaient pourtant le socle de son économie locale. Or, il faut bien reconnaître que les collectivités de montagne sont souvent confrontées à un manque de moyens pour surmonter à la fois à ces mutations et à ces handicaps naturels. D'autant que les contraintes qui pèsent sur elles, en matière d'urbanisme notamment, sont de plus en plus lourdes. Si les territoires de montagne constituent le socle incontournable pour la préservation des grands équilibres écologiques de notre pays, il faut aussi veiller à un juste équilibre entre la protection de la montagne et son développement, indispensable à un aménagement équitable, durable du territoire. C'est le sens de la loi La Montagne de 1985, fondatrice d'une politique nationale de la montagne. Bientôt 30 ans plus tard, le contexte économique, institutionnel et social de ces territoires a changé et cette loi mérite d'être maintenant revisitée. Les nouvelles opportunités de développement ne manquent pas. Le désenclavement numérique, le télétravail, la pluriactivité, les filières de qualité ou encore le maillage des services de proximité, pour ne citer que ces exemples, et je pense aussi à la transition énergétique. De leur côté, les collectivités organisent la solidarité locale en développant l'intercommunalité autour de projets de territoire. Mais pour parvenir à surmonter leurs difficultés, elles ont aussi besoin de la solidarité nationale. Alors, Madame la Ministre, vous avez annoncé un prochain projet de loi sur l'égalité des territoires. Un chapitre consacré à la montagne y trouvera-t-il sa place? Et comment comptez-vous associer les forces vives de la montagne dans la concertation préalable? Merci. Pour vous répondre, Madame Cécile Duflot. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Jarlier, vous avez raison, les territoires de montagne subissent des contraintes fortes et vous l'avez compris à l'occasion de nombreux débats ici, ma vision de l'égalité des territoires, c'est bien entendu de faire en sorte que chaque territoire soit pris en compte de façon différenciée. L'égalité n'est pas l'uniformité, c'est une évidence, et c'est tout l'esprit qui anime la stratégie que je porte et la création du commissariat général à l'égalité des territoires. C'est aussi tout l'esprit de la loi montagne, vous l'avez évoqué, dont nous allons bientôt fêter le 30e anniversaire. J'ai par ailleurs pleinement conscience des contraintes particulières qui pèsent sur les territoires de montagne, qui pèsent parfois sur leur développement, et vous le savez, notamment à l'occasion du débat sur la loi Allure, nous avons intégré un certain nombre de ces problématiques dans le cadre des dispositions législatives pour s'adapter au plus près des réalités et des besoins des territoires de montagne. Mais je crois pouvoir vous dire que le gouvernement a bien compris dans sa globalité l'enjeu des territoires de montagne et un effort de péréquation important a ainsi été fait en 2013 vis-à-vis des territoires les plus fragiles. Je tiens à souligner notamment la disposition qui a permis de comptabiliser pour les zones montagnardes le double de kilomètres de route qu'ils ont à leur charge pour déterminer leur dotation et tenir ainsi compte des difficultés d'entretien de ces infrastructures. Pour ce qui est du très haut débit, il y a également la prise en compte de la spécificité du rural et de la montagne. Nous travaillons également dans le cadre des dispositions du titre égalité des territoires, de la loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires, mais il n'est aujourd'hui
pas prévu une remise en cause de la loi montagne dans ce qu'elle avait d'essentiel pour ces territoires, c'est-à-dire de leur consacrer leur spécificité. En revanche, et je le redis, dans le cadre de la loi Allure, un certain nombre de préoccupations sont prises en compte. Néanmoins, par ailleurs, il y a un sujet qui est un sujet absolument essentiel, qui est celui de l'accès aux services au public. Et là, je peux vous indiquer, monsieur le sénateur, que d'ici 2017, je souhaite que l'État puisse participer de façon pérenne à un réseau de 1000 points d'accès aux services publics, maisons de services publics, dont une expérimentation est née au sein du dispositif Plus de services au public. Ce réseau sera fondé sur l'initiative locale, ce qui permet là encore une adaptation maximale à la typologie des territoires. En montagne, il y a peut-être des opérateurs qu'on ne trouve pas dans d'autres territoires et qui auront toute leur place dans ces maisons de services publics. Je pense que nous pouvons aussi travailler ensemble, si nécessaire, à d'autres dispositions qui pourraient être incluses dans le projet de loi, qui seraient de nature à répondre à d'autres enjeux des territoires ruraux de manière générale et de la montagne en particulier. J'ai ainsi indiqué que je souhaitais, sur le schéma d'accès aux services publics, pouvoir travailler avec les conseils généraux qui seraient volontaires, avant même l'adoption de cette loi, dans un cadre à la fois expérimental et qui permettrait de nourrir le travail législatif. Je souhaite que des départements de montagne, s'ils le souhaitent eux-mêmes également, puissent se joindre à cette disposition. Par ailleurs, je suis très attentive, vous le savez, aux travaux du Conseil national de la montagne et je ne verrai que des avantages à ce qu'il puisse y avoir des réflexions en vue de la préparation du titre égalité des territoires dans cette instance. Je peux ainsi vous indiquer que la DATAR est à votre disposition pour travailler à ces propositions. Merci Madame la Ministre. La parole est à présent à Pierre Jarlier, pas présent, à nouveau pour la réplique. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci pour ces propos. Je pense que les montagnards seront sensibles à effectivement ce que vous reconnaissiez, que l'égalité ne veut pas dire uniformité, reprenant vos propos. Je crois qu'à des situations inégales, il faut aussi trouver des solutions différenciées. C'était le but de cette loi montagne, qui mérite sans doute d'être revisitée, mais comme vous l'avez dit, son fondement doit être maintenu. Je crois qu'on a de non-débats, effectivement. Dans la loi Allure, déjà un certain nombre d'avancées ont été opérées. Il y a encore à faire, parce qu'il ne faut pas évidemment sanctuariser les territoires ruraux, notamment en montagne. S'agissant des dotations, eh bien, là aussi, il y a eu des avancées dans la loi de finances 2014, mais nous devrons mieux prendre en compte les charges territoriales auxquelles ont à faire face les collectivités dans la DGF. Je crois qu'il y a une réflexion qui est en cours. Madame la ministre qui a assisté au congrès de la montagne s'y est engagée et nous espérons donc qu'on prendra mieux en compte les charges territoriales dans le calcul de la DGF à l'avenir. Et enfin, s'agissant des services publics, je crois qu'on voit avec satisfaction que vous avez une volonté de mailler le territoire avec des maisons de services. Tout ça reste à faire parce qu'il y a aujourd'hui une vraie inquiétude sur les territoires ruraux. Merci. La parole est donc à André Verretto pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'accroissement du phénomène dit des lits froids et des volets clos est une évolution préoccupante pour le devenir des stations de montagne. On estime aujourd'hui qu'entre 20 et 40% du parc est obsolète en termes de surface et d'équipement. Cette sous-occupation chronique des meublés de tourisme entraîne une perte d'activité économique pour les territoires concernés. Une rénovation de l'immobilier de loisirs en montagne aurait pourtant des incidences multiples. Elle est la condition de la pérennité de l'attractivité des stations de montagne. Elle permettra d'éviter la fuite en avant immobilière au détriment des espaces naturels et la constitution de véritables friches urbaines. Elle constitue une source de travaux non délocalisables pour les entreprises. Elle permettra, grâce à la remise à niveau thermique des bâtiments, de lutter contre le réchauffement climatique. Elle apportera enfin une réponse aux attentes nouvelles de la clientèle. Pourtant, le constat est malheureusement aujourd'hui unanime. Les outils mis en place depuis la loi SRU en 2000 jusqu'au rapport de l'ACET n'ont pas permis, de même manière que les expérimentations sur les territoires, les résultats escomptés. Une impulsion nouvelle est donc aujourd'hui nécessaire. Le 18 juillet, Madame la ministre du Tourisme a instauré un groupe montagne afin de travailler sur les deux problématiques suivantes: la diversification de l'offre en montagne et les réhabilitations de l'immobilier de loisirs. Composé de professionnels et d'élus de la montagne, il a notamment pour objectif de proposer des mesures concrètes permettant la remise sur le marché des biens immobiliers dits froids. Par ailleurs, un groupe de travail composé de l'ANEM et des autres associations d'élus des communes touristiques a formulé des propositions. Création d'un observatoire de l'immobilier en montagne, association de l'ANRU au groupe de travail montagne pour pouvoir s'inspirer des dispositifs liés à la rénovation urbaine, octroi aux propriétaires réalisant des travaux de réhabilitation des mêmes avantages financiers et fiscaux que ceux utilisés pour les constructions neuves. Enfin, certains opérateurs ont récemment mis en place des sociétés foncières.
Je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer, Madame la Ministre, quelles sont les premières conclusions du groupe de travail du ministère et le calendrier de mise en œuvre des nouveaux dispositifs d'incitation à la rénovation de l'immobilier de loisirs. Merci. La parole à Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Verreto, le problème de la dégradation de l'immobilier de loisirs et des lits froids, comme vous venez de l'indiquer, est en grande partie lié au concept de résidence de tourisme, avec un concept basé sur la dissociation entre propriétaires des murs et exploitants, qui sont liés par un contrat d'obligation de mise en location pour une période relativement courte. Cela génère la sortie d'une partie des lits du marché locatif à la fin des contrats et un déficit d'investissement dans les murs qui entraîne souvent une déqualification locative du bien. Pour faire face à la dégradation du parc, les stations s'engagent donc parfois dans la production de nouveaux lits, ce qui a des conséquences problématiques en matière économique et environnementale et qui renforce l'impression de perte en qualité du parc existant et parfois, vous l'avez indiqué, la création de friches en augmentant la consommation de foncier. Il semble donc indispensable d'agir plus fortement dans la réhabilitation du parc existant, comme vous venez de le souligner. Je partage votre avis. Nous sommes toutefois confrontés, pour inciter les propriétaires à réhabiliter leurs biens, à plusieurs difficultés. D'une part, la propriété de ces résidences est souvent très morcelée. Par ailleurs, les dispositifs fiscaux tendent, il est vrai, aujourd'hui à favoriser la construction neuve. Enfin, les coûts de fonctionnement de ces résidences sont souvent importants et limitent de fait la capacité d'investissement des propriétaires. Les outils existants comme les ORIL, les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs et les villages résidentiels de tourisme n'ont pas permis, il est vrai, d'amorcer un réinvestissement massif dans ces résidences. En revanche, il existe un outil de la loi Montagne, le dispositif de convention d'aménagement touristique, qui pourrait représenter une réelle opportunité pour la problématique des lits froids. Il oblige l'ensemble des opérateurs à s'engager contractuellement avec la commune sur le respect des termes de la convention. Obligations en matière de maintien sur le marché des lits marchands des obligations de ce type peuvent être théoriquement inscrites. Il a pourtant été peu utilisé. Une étude a donc été engagée à l'initiative du groupe de travail Savoie à ce sujet, qui réunit acteurs locaux et services déconcentrés de l'État. Par ailleurs, des initiatives intéressantes se sont développées, en particulier celle de la création de la réserve de la foncière rénovation montagne au printemps 2013. Ma collègue Sylvia Pinel a monté un groupe de travail ad hoc sur le sujet et nous continuons de travailler, notamment sur le cadre fiscal dont on pourrait imaginer qu'il soit là aussi rénové. Merci. Mon cher collègue, si vous voulez. Je vous remercie, Madame la Ministre, de votre réponse. Nous partageons à la fois les constats et effectivement les difficultés rencontrées dans la mise en place d'opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs. Je veux insister sur la nécessité de lever des obstacles juridiques, réglementaires, législatifs, qui aujourd'hui empêchent les acteurs locaux qui sont très mobilisés sur cette problématique, qui conditionnent l'attractivité des stations, effectivement, de pouvoir mettre en œuvre ces opérations. Donc la nécessité d'avancer rapidement sur des dispositifs concrets. Merci. Très bien, merci. La parole est à présent à Madame la Présidente Annie David pour le groupe CRC. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. L'Isère est composée de grandes zones urbaines à vocation métropolitaine, mais aussi de grands massifs aussi divers que sont l'Oisans, la Chartreuse, Beldonne, le Vercors, le Trièves. En tant que sénatrice du département, je porte avec les élus et les acteurs de ce territoire l'ambition de son développement équilibré, solidaire, des sommets vers la plaine et réciproquement. Néanmoins, j'entends leurs inquiétudes au fil des débats autour de la loi de décentralisation et du projet Allure, devant la concentration des pouvoirs dans des unités urbaines toujours plus vastes, le désengagement de l'État, le risque d'inégalité entre les territoires et d'effacement des particularités rurales et celles spécifiques des montagnes. J'entends aussi l'inquiétude des regroupements de professionnels de la montagne devant la logique de compétitivité dans laquelle l'économie agricole et artisanale de la montagne ne pèsera pas lourd. La montagne n'est pas seulement un espace récréatif ou une réserve énergétique. Elle attend une politique de solidarité amont-aval et de développement économique à visée humaine impulsée par l'État. Vous mettez en place une nouvelle organisation de l'action publique pour les territoires, avec la création du Commissariat général pour l'égalité des territoires. Mais au-delà des urgences que l'on connaît tous, couverture en très haut débit et téléphonie mobile, réglementation en matière d'urbanisme ou encore protection
protection des salariés saisonniers. Les acteurs de la montagne attendent de ce commissariat l'ingénierie et les moyens financiers indispensables au montage de projets structurants en matière de développement économique, prenant en compte les spécificités et les capacités de nos montagnes dans une logique de massif que seul l'État peut porter. Le risque de prédominance de l'urbain sur le rural est grand au sein du nouveau commissariat général, tout comme dans les conférences territoriales issues de la loi d'affirmation des métropoles où la représentation de la montagne sera faible. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande de m'indiquer quels objectifs vous assignez au commissariat général pour l'égalité des territoires et quels moyens financiers vous comptez mettre concrètement à disposition de nos territoires. Madame la Ministre. Madame la sénatrice David, je crois beaucoup aux vertus du nouvel outil que sera le commissariat général à l'égalité des territoires et je veux vous rassurer tout à fait, il n'est absolument pas question, au contraire même sans doute, d'amoindrir l'action de l'État à destination des territoires ruraux, hyper-ruraux ou d'abandonner les dispositifs qui les concernent, mais bien à renouveler cette politique et à réaffirmer la nécessité d'une solidarité entre tous les territoires de la République. Et c'est dans cette nouvelle relation entre l'État et les collectivités locales que la mise en œuvre du CGET se fera. Vous connaissez son calendrier, la nouvelle structure devrait être sur pied à l'horizon de la fin du premier trimestre 2014. La mission de préfiguration, pilotée par Éric Delzan et Raphaël Leméoté, est en cours. Ce sera donc une ambition nouvelle, transversale et fondamentalement respectueuse de la diversité des territoires, sans les opposer, qui sera au cœur de l'action du CGET. Il sera d'ailleurs particulièrement attentif à ces territoires. On le sait, puisqu'aujourd'hui, vous parliez de la question des métropoles, elles se sont dotées elles-mêmes de leur propre capacité d'ingénierie. Tout le rôle du CGET sera donc de bien accompagner l'articulation entre les différentes politiques et d'apporter une attention particulière aux territoires meurtris ou dans une situation plus difficile, que sont par exemple les territoires de la politique de la ville, d'où le regroupement de l'ensemble des structures SG-CIV et accès au sein de ce futur commissariat général. Mais le budget 2014 montre bien d'ores et déjà l'action en faveur des territoires ruraux, puisqu'il ne s'agit pas seulement de structures, mais bien d'actions concrètes, en assurant les engagements pris par l'État dans le financement des pôles d'excellence rurale, en accompagnement le développement des pôles territoriaux de coopération économique qui seront de véritables outils de dynamisation des territoires par l'économie sociale et solidaire, et enfin de conserver l'enveloppe de la prime à l'aménagement du territoire à hauteur de 40 millions d'euros pour soutenir des projets de création ou d'extension d'entreprises. Vous le voyez, la mobilisation du gouvernement à l'égard des territoires est très importante et elle le sera encore plus avec ce nouvel outil qui, en décloisonnant les pratiques, pourra réinventer le lien entre l'État et les territoires, notamment les territoires de montagne ou les territoires hyper-ruraux. Merci. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, de cette réponse. Et j'ai eu plaisir également à entendre, comme tout à l'heure Monsieur Jarlier le disait, que vous dites que égalité ne veut pas dire uniformité. Et en effet, pour la montagne, ça a beaucoup de sens. Je pense notamment au débat que nous avons eu lors du dernier congrès sur l'application des normes. Et en effet, égalité ne veut pas dire uniformité. Vous nous avez dit également vouloir réaffirmer la solidarité de l'État envers nos territoires de montagne. Je ne peux que m'en satisfaire. Vous nous parlez du budget et moi, je n'ai pas tout à fait la même lecture que la vôtre et sans doute n'est-elle pas suffisamment globale, mais j'ai vu dans la mission politique des territoires une diminution du budget de l'État. Donc cela m'inquiétait, cela m'inquiète, car bien sûr ce nouveau commissariat général à l'égalité des territoires devra répondre à toutes les attentes de nos territoires de montagne, mais ces objectifs seront élargis et les finances qui lui sont allouées seront diminuées. Donc je garde quand même un peu d'inquiétude, tout en ayant entendu et apprécié la réponse que vous m'avez faite, Madame la Ministre. Très bien. La parole à Ronan Dantec pour le groupe écologiste. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, ma question viendra donc en complément de celle d'André Verretto. Le modèle français de développement touristique s'appuie depuis toujours sur la construction de nouveaux lits touristiques pour financer la création des équipements dédiés au tourisme. Des lits touristiques sont donc créés chaque année grâce à des dispositifs de défiscalisation avantageux, j'y reviendrai, tandis qu'en parallèle, d'autres sortes du marché ne sont plus mis en location. Dans certains cas, les chiffres sont édifiants. Pour prendre l'exemple de la Tarentaise, 5000 lits créés d'un côté et autant sortis du marché chaque année, tandis que moins de 50% des lits touristiques sont ouverts en pleine saison. Ce phénomène donc des lits froids et des volets clos
Autrement dit, la sous-occupation chronique des meublés de tourisme constatée en montagne entraîne des conséquences dommageables pour les territoires. Et je crois que le fait que nous soyons deux à poser des questions proches souligne l'importance de cette question. Ce système est économiquement aberrant. Il favorise l'artificialisation et l'étalement, ainsi que la pression à la fois sur le foncier, sur la ressource en eau et en énergie. Il accroît enfin les difficultés de logement. Ces constructions ont en effet favorisé une spéculation immobilière sur ces territoires qui aboutit à chasser les populations locales des zones touristiques, c'est une question importante, et notamment les actifs et les saisonniers qui n'ont pas les moyens de se loger sur les sites. Face à ces constats, la ministre du Tourisme, vous l'avez dit, Madame la Ministre, a annoncé la création d'un groupe de travail sur le sujet et le lancement d'un plan de réhabilitation de l'immobilier de loisirs. Une évaluation est en cours, mais je veux rappeler ici l'urgence de cette situation. Nous avons affaire à un problème d'aménagement du territoire dont la résorption doit s'inscrire dans une réponse globale. Commencer par faire un état des lieux précis des entrées et sorties du marché des hébergements touristiques, évaluer les dispositifs de défiscalisation, notamment ZRR, zone de revitalisation rurale, et Censi-Bouvard, qui d'ailleurs va faire l'objet d'une évaluation suite à un amendement écologiste sur le projet de loi Allure. Plusieurs questions donc, Madame la Ministre, autour de cette spéculation. Comment faire en sorte que les hébergements touristiques existants perdurent au lieu de fermer? Comment réorganiser la rénovation de l'ancien et permettre aux actifs de se loger? Et surtout, n'y a-t-il pas lieu, enfin, compte tenu de l'urgence, de stopper la défiscalisation sur le neuf et de reporter ces sommes sur la rénovation de l'existant? Je vous remercie de vos réponses, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Dantec. Je vais donc compléter par ma réponse ce que j'ai répondu à Monsieur Verreto tout à l'heure, mais je note que le fait que vous posiez tous les deux cette question montre bien l'importance de cette question. Vous avez raison de souligner l'importance du foncier en montagne et l'effet de dégradation plus importante du parc existant du fait de l'attractivité du parc neuf. Donc la difficulté se renforce au fil des années et je le dis, la réhabilitation de l'existant, nous aurons les mêmes difficultés qu'aujourd'hui avec les résidences en cours de construction si nous ne l'assumons pas aujourd'hui. C'est-à-dire que cette dégradation risque, par un phénomène de cavalerie, de se reproduire. Donc, c'est bien sur la réhabilitation, comme je l'ai dit, et la rénovation énergétique des résidences anciennes qu'il nous faut agir en priorité. Je le redis, le Conseil national de la montagne y travaille et dans certains territoires, des groupes de travail associant élus et représentants de l'État se sont aussi constitués pour mettre en œuvre des solutions pragmatiques et adaptées aux spécificités de chaque territoire. Je pense en particulier au groupe de travail Savoie que vous connaissez sans doute. Nous pouvons aussi mieux utiliser les outils à notre disposition ou bientôt à notre disposition. Je voudrais en profiter pour souligner un point que je n'ai pas indiqué tout à l'heure, c'est que les règles de vote sur les travaux dans les copropriétés modifiées par la loi Allure vont être de nature à faciliter la prise de décision dans ces résidences où la propriété est morcelée et nous verrons ensemble l'efficacité que cela peut produire. Je pense aussi à une meilleure utilisation des conventions d'aménagement touristique qui sont prévues dans la loi montagne que j'ai évoquée et qui permettent à la commune d'exiger un engagement de la part de l'opérateur sur le niveau de mise en marché des lits. Cette possibilité est aujourd'hui peu utilisée, mais je souhaite que nous travaillions pour la rendre plus praticable pour les communes. Il nous faut par ailleurs réfléchir aux dispositions à même de renforcer l'investissement dans ces résidences. La foncière rénovation montagne, montée début 2013, en est un exemple intéressant. Elle pourra permettre aussi d'ouvrir la réflexion sur les questions fiscales, puisque c'est ce cadre-là qui favorise, vous l'avez indiqué, notamment au travers du Censi-Bouvard, les nouvelles constructions plutôt que la rénovation. Donc l'ensemble de ces chantiers sont devant nous et vous pouvez compter sur mon engagement pour avancer sur ces questions. Merci. Ronan Dantec pour 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, je remercie Madame la Ministre pour la précision de sa réponse et j'insiste juste effectivement sur l'importance d'aller très vite sur l'évaluation du dispositif Censi-Bouvard. Ça joue pour les zones de montagne, ça joue pour d'autres zones touristiques, pour la Corse ou pour des zones littorales. Donc je crois qu'on a une vraie urgence à ce que cette évaluation puisse faire l'objet d'un débat. Merci. Je passe la parole à présent à Monsieur le Président Jacques Mézard pour le groupe RDSE. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, lors de la séance du 13 décembre 2012, vous interveniez dans le cadre de la proposition de résolution que j'avais déposée et qui a été votée à l'unanimité par le Sénat sur l'égalité des territoires. Vous aviez dit « C'est moi qui reviendrai à cette tribune défendre une loi pour l'égalité des territoires ». 11 mois se sont passés et nous sommes aujourd'hui ici pour parler de la montagne et de l'aménagement du territoire.
La montagne, vous le savez, vous l'avez constaté, a une caractéristique par rapport aux zones de plaine, c'est que ça monte pour y aller. Et c'est pas la Bretagne avec des voies rapides d'accès. Il y a encore dans ce pays des territoires dans lesquels il est difficile d'accéder. Et faire du développement quand on n'arrive pas à accéder à certains territoires, comme par exemple le département que j'ai l'honneur de représenter, ça pose de gros problèmes. Vous disiez d'ailleurs, le 25 octobre 2012, à Bastelica, aux élus de montagne, qu'il y avait un certain nombre de pistes d'action. Et en matière de transport, vous disiez qu'il allait y avoir une révision du SNIT qui accorde une claire priorité au renforcement des infrastructures et des réseaux de transport classiques. Vous disiez même qu'il y aurait un effort pour l'entretien des voiries municipales et départementales dont les coûts difficiles à surmonter pour les collectivités locales. Aujourd'hui, les PDMI sont en discussion encore. Moi, je souhaiterais savoir quelle est la position du gouvernement pour faciliter l'accès aux territoires enclavés, parce que ça, c'est un réel problème pour nous, que ce soit par la route, bien évidemment, avec les crédits pour le PDMI, et aussi, bien sûr, par rapport au ferroviaire, parce que nous savons que quand il n'y a pas de TGV, nous avons aujourd'hui, malheureusement, des lignes sur lesquelles on met beaucoup plus de temps pour arriver à destination qu'il y a un certain nombre de décennies. Voilà quel est l'objet de ma question. Merci. Madame la ministre, s'il vous plaît. Monsieur le sénateur Mézard, vous avez raison de rappeler alors mes propos qui étaient tenus en mon nom mais qui n'étaient pas les miens à Bastelica, mais je vais vous y répondre précisément. Pour ce qui est de la loi égalité des territoires, il y a bien, et je l'ai signalé en réponse à la question de monsieur Jarlier, un titre égalité des territoires qui figurera dans la loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires. Cette loi, qui est une loi qui sera présentée par ma collègue Marie-Lise Lebranchu, intègre volontairement ce chapitre égalité des territoires pour justement faire en sorte que la question des régions, et je fais référence à ce que disait madame David tout à l'heure, ne soit pas prise en considération indépendamment de cette question de l'égalité des territoires et de l'attention apportée aux territoires les plus fragiles. Il en va de même sur la question du réseau secondaire dont vous avez parlé, ou du réseau existant. Vous avez pu noter, là je le crois, qu'à l'issue du travail de révision du SNIT, les arbitrages qui ont été choisis et qui notent un vrai choix en faveur de l'investissement ont été en faveur du réseau existant, notamment du réseau ferroviaire, dont la remise à niveau était une priorité, en particulier pour la desserte de territoires qui ne disposent aujourd'hui, pour certains d'entre eux, que du train comme un outil de desserte en transport qui est suffisamment régulier. Pour ce qui est du désenclavement proprement dit, il sera envisagé au titre du volet mobilité des CPER, puisque, vous le savez, la nouvelle génération de contrats de plan est actuellement en discussion. Elle a vocation à être contractualisée à l'été prochain. Dans ce cadre-là, il y aura une déclinaison territoriale des contrats de plan État-région qui prendront en considération des situations spécifiques. Cette question en fait partie. Elle sera donc à l'ordre du jour des discussions dans l'élaboration de ces contrats de plan. Mais je voudrais ici, monsieur le sénateur, réaffirmer l'attachement du gouvernement à cette question de l'égalité des territoires, et donc l'ouverture du débat à l'occasion du titre dans le cadre du projet de loi pourra donner lieu évidemment à un échange qui, comme vous le savez, est toujours un échange que nous apprécions avec les sénateurs. Merci, Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre. En fait, je ne suis quand même pas totalement rassuré parce que je crois que ce n'est pas en créant des hauts conseils, des comités qu'on trouve des solutions. En fait, on y rabâche des problèmes. Et nous considérons que ce qu'il faut, dans le cadre de l'égalité des territoires, c'est faire en sorte que l'on mette fin à la fracture territoriale que vous dénonciez vous-même à juste titre quand vous nous répondiez voici 11 mois. Et si je reviens sur la question de l'accès aux services publics et des PDMI, c'est parce que c'est véritablement une nécessité aujourd'hui de permettre un accès normal à un certain nombre de territoires qui ont un sentiment terrible d'abandon et pour lesquels il faut bien constater que les gouvernements successifs, de toute sensibilité, ont oublié qu'il était nécessaire dans ce pays de faire de l'égalité, non pas des discours simplement, mais des actes.
Merci. La parole est au président Jean-Claude Carle pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaiterais appeler votre attention sur les conséquences du décret du 10 mai 2013 définissant les zones d'application de la majoration de la taxe sur le foncier non bâti. Cette mesure est particulièrement pénalisante dans un département de montagne comme la Haute-Savoie et ce décret concerne les communes où il serait constaté un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement. Dans mon département, ce sont 60 communes qui sont touchées autour de 3 agglomérations. La mise en œuvre de ces mesures induit une majoration considérable de la TNFB pour les contribuables à partir de 2014. Cette majoration peut s'élever à 4 000 puis à 8 000 euros pour une parcelle de 800 mètres carrés, pour ne citer qu'un exemple. Peu de propriétaires seront en mesure de la supporter et nombre d'entre eux seront tout simplement contraints de se défaire de leurs biens. C'est de la vente forcée allant à l'encontre du principe fondamental du droit de propriété. Nombre de mes concitoyens m'ont fait part de leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une certaine spoliation et ce, d'autant plus que les terrains concernés pourraient, au gré des modifications des PLU, devenir non constructibles. Cette mesure provoque aussi une vague d'inquiétude chez les maires. En effet, la liste des zones en tension a été fixée par les services de l'État sans aucune concertation avec les élus locaux. Pourtant, c'est vers eux que nos compatriotes se retournent pour exprimer leur indignation et leur exaspération. Cette décision administrative se voit même appliquée dans des communes ne connaissant aucun problème de logement, certaines étant d'ailleurs relativement éloignées de l'agglomération soumise à cette mesure. Plusieurs maires, là encore, m'ont apporté leur témoignage. Dans certains cas, l'arrêté du 10 mai est même incompatible avec les SCOT et les contraintes issues des lois montagne et des lois littorales. Alors je vous demande donc de m'indiquer, Madame la Ministre, si vous comptez suspendre l'application de ce décret afin de mettre en place des mesures appropriées et supportables par les contribuables et d'engager une concertation avec les élus afin de réajuster la liste des communes concernées. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, le décret auquel vous faites allusion est relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants. C'est l'article de loi de finances qui concerne la majoration de la taxe sur le foncier non bâti qui y fait référence. Et effectivement, on peut légitimement, et vous le faites assez bien, se poser la question de la pertinence de faire référence à un décret qui concerne les logements vacants sur la majoration de la taxe sur le foncier non bâti. Vous l'avez justement dit, effectivement, il y a eu un certain nombre d'inquiétudes qui ont été soulevées à cette occasion et je voudrais ici redire l'engagement du gouvernement à préserver l'agriculture et les surfaces agricoles et en particulier l'agriculture périurbaine et qu'il ne peut pas être dans notre objectif, je le dis puisque j'étais ici il y a quelques semaines et tous les parlementaires et tous les sénateurs et les députés d'ailleurs qui ont participé à ce débat ont vu l'engagement dans la loi ALUR en faveur de la préservation des terres agricoles et naturelles pour lutter contre leur surconsommation. Ce dispositif vise et visera quand il sera appliqué puisque vous le savez, les communes n'ont pas pu anticiper cette mesure et s'en approprier le fonctionnement qui peut sembler effectivement complexe, même s'il date d'un vote de mars 2012, cette majoration a été prévue dès mars 2012. Nous avons souhaité faire en sorte que cette disposition ne s'appliquera pas au 1er janvier 2014 pour que chacun puisse en mesurer les conséquences et qu'il n'y ait pas d'effet induit négatif sur les terrains agricoles cultivés. Donc je le redis, l'objectif du gouvernement est de préserver l'agriculture, y compris de proximité, y compris l'agriculture périurbaine, mais vise à éviter la rétention foncière et la spéculation de terres constructibles, de terrains constructibles qui sont des terrains vacants et qui sont gardés par leurs propriétaires en attente de l'augmentation du prix du foncier. C'est le seul objectif de cette disposition. Si elle ne répond pas suffisamment bien à cet objectif à ce stade et qu'elle soulève ces inquiétudes, et c'est pour cela que le gouvernement a décidé qu'elle ne s'appliquerait pas au 1er janvier 2014 afin que les choses soient très claires. Son objectif est d'éviter la rétention foncière de terrains constructibles en zone constructible. Il n'est absolument pas de fragiliser les agriculteurs et en particulier l'agriculture périurbaine. Les choses sont, je crois, très claires, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le président Carle. Oui, monsieur le président, je voudrais remercier madame la ministre de sa réponse et d'avoir pris la décision de reporter cette mesure pour prendre en compte les inquiétudes à la fois des élus et à la fois des agriculteurs et, j'allais dire, essayer de faire en sorte que les effets soient le moins pervers possible et de protéger notamment les terres agricoles. Merci madame la ministre.
Merci. La parole à Jean-Jacques Mirassou pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a maintenant 5 mois, les terribles inondations qui ont sévi en Haute-Garonne ont dévasté les cantons de Saint-Béat, de Bagnères-de-Luchon, touché gravement ceux de Barbazan et de Montrégeau et, dans une moindre mesure, celui de Saint-Gaudens. La réactivité du Président de la République, du gouvernement et des collectivités territoriales a permis de faire face à l'urgence en mobilisant des mécanismes d'aide tout en débloquant des sommes très conséquentes destinées à financer les travaux prioritaires. Pour autant, ce qui reste à réaliser est énorme, et ce, dans de multiples registres. C'est du reste ce qui a été exprimé à l'occasion de sa venue dans le Comminges par la population au préfet de région, qui a été confrontée à une population où il y avait un mélange à la fois d'impatience, parfois de colère et parfois de désarroi, parce que, effectivement, en allant à Saint-Béat, qui est de loin la commune la plus touchée du massif pyrénéen, à Luchon, en Marignac, il s'est rendu compte que beaucoup d'interrogations subsistaient. Par exemple, en ce qui concerne le secteur assurantiel, les indemnisations que ces gens-là sont en droit d'attendre ne sont pas arrivées, loin s'en faut, à la fois chez les habitants et en même temps chez les commerçants. Pire, certains sinistrés, au moment où je parle, ont reçu des courriers émanant de leurs assurances tendant à résilier d'une manière unilatérale leur contrat d'assurance. Et je pense que l'autorité du gouvernement, dans ce registre-là, doit pouvoir jouer. S'agissant des travaux qui peuvent être différés, le gouvernement est aussi sollicité pour mettre en œuvre une coordination rapide en ce qui concerne le montage financier et en s'affranchissant, si c'est possible, de certaines règles habituelles. En ce qui concerne le moyen et le long terme, il s'agit de reconstruire et de retrouver des capacités de développement local à travers une nouvelle politique économique permettant aux collectivités de, en quelque sorte, se réinventer un avenir. À l'évidence, ce challenge ne pourra être relevé par les seuls acteurs locaux et exige, vous le comprendrez, Madame la Ministre, un engagement sans faille de la part de l'État. C'est à ce prix que la population sinistrée reprendra espoir, évacuera le sentiment d'injustice qu'elle ressent aujourd'hui pour elle-même et son territoire. Vous comprendrez donc, Madame la Ministre, facilement que je m'adresse aujourd'hui à vous en ce qui concerne vos responsabilités au niveau de l'égalité des territoires, dans ce qui est plus une interpellation, une sollicitation qu'une question. Très bien, merci. Madame la Ministre, s'il vous plaît. Monsieur le sénateur Mirassou, je suis tout à fait consciente des conséquences terribles de ces inondations. Beaucoup des sujets que vous évoquez ne dépendent pas directement des attributions du ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement, mais je vais tenter de vous apporter les éléments de réponse que vous attendez sur l'ensemble des sujets. Je veux vous assurer que la mobilisation de l'État ne faiblit pas depuis le mois de juin. Tout d'abord, des fonds ont été mobilisés en urgence pour aider les collectivités. En juillet dernier, 12 500 000 francs ont été délégués dans les 3 départements les plus touchés par les inondations pour engager les travaux les plus urgents. En parallèle, une mission interministérielle a été rapidement diligentée pour évaluer le montant des dégâts. Elle chiffre les dégâts dans les 4 départements à 113,3 millions d'euros. Le 22 octobre dernier, le Premier ministre a annoncé que l'État contribuerait aux travaux de réparation à hauteur de 65,9 millions d'euros, soit un taux d'indemnisation de 58%, qui est une prise en charge à un niveau exceptionnel si l'on compare à d'autres situations. Pour ce qui est des particuliers et des commerçants, l'arrêté de classement en catastrophe naturelle du 28 juin dernier, les communes de Saint-Béat, Bagnères-de-Luchon, Barbazan et Montrégeau sont incluses dans cet arrêté, devrait permettre une indemnisation plus rapide. J'ai entendu votre point sur la résiliation unilatérale des contrats, qui est une faculté offerte aux assureurs, mais sur lequel nous allons nous pencher en discussion, en dialogue avec vous. Je sais néanmoins que la situation est urgente et que le manque à gagner des commerçants met en péril leur survie pour certains d'entre eux. Donc nous faisons tout ce qu'il est en notre pouvoir pour que ces interventions aillent le plus rapidement possible. Pour la remise en marche de l'économie locale, le camping de Saint-Béat a effectivement été fermé pour des mesures de sécurité. C'est toutefois pour l'instant simplement une mesure préventive et le préfet étudie toutes les possibilités, sécurisation du site ou relocalisation pour permettre une réouverture au plus vite. Les services de l'État sont extrêmement mobilisés sur place, à votre disposition pour vous accompagner et pour étudier toutes nouvelles questions, notamment ces questions de résiliation des assurances qui pourraient naître dans les jours ou dans les mois qui viennent. Très bien. M. Mirassou, en quelques secondes. Merci, Madame la Ministre, de cette réponse qui répond à la fois à l'urgence en termes de court terme et en même temps à ce qui doit se passer sur le moyen ou sur le long terme. Et j'insisterai sur le fait que bon nombre de mes collègues ont insisté sur la spécificité de la montagne, qui rencontre au quotidien, quand tout va bien, des difficultés, a fortiori quand il se passe un événement comme ce qui s'est passé en Comminges. Et donc, je ne doute pas une seconde que la puissance publique répondra à l'appel que j'ai lancé.
Merci. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vial pour le groupe UMP. Oui, Madame la Ministre, le très haut débit constitue une infrastructure au cœur de l'avenir des territoires et la montagne constitue une spécificité dont les handicaps ne sauraient être une nouvelle fois sous-estimés. Après les zones d'ombre, blanches et grises, le haut débit n'a pas encore trouvé sa couleur. Nous avons bien noté les engagements du gouvernement à travers le plan France Très Haut Débit, soulignant que ce service devrait s'appuyer sur toutes les technologies permettant d'apporter le plus rapidement possible le meilleur débit à tous nos concitoyens à travers les différentes technologies. Mais nul ne peut contester que le déploiement d'un tel réseau ne peut être envisagé sans l'engagement et l'investissement lourd des collectivités, sans lesquels un déploiement n'est pas envisageable en dehors des zones AMI, et nécessite que puisse leur être donné un certain nombre d'assurances, tant sur les moyens financiers, techniques et réglementaires. Le premier engagement est bien évidemment d'ordre financier. Si le gouvernement doit assumer sa part avec une contribution de 3,3 milliards d'euros de subventions, encore convient-il que les territoires puissent avoir l'assurance que ce handicap de la montagne sera pris en compte dans les critères d'accompagnement de l'État. La deuxième question concerne ce déploiement des technologies nécessaires qui pourraient faire craindre aux collectivités de s'engager dans des investissements lourds avec des risques importants. Il s'agit notamment de l'activation et du maintien du réseau cuivre, sur lequel beaucoup d'interrogations, et des risques de substitution ou de l'investissement de fibres optiques dont l'usage pourrait être évité par les opérateurs. La troisième garantie est d'ordre réglementaire et concerne l'activation des réseaux fibres optiques qui ne sauraient être laissés à la seule discrétion des opérateurs. Parmi les priorités des collectivités, il y a bien évidemment les espaces économiques dont les stations touristiques sont une composante forte. Pouvez-vous préciser les conditions dans lesquelles l'opérateur d'un RIP peut intervenir sur le segment entreprise, notamment sur les secteurs où il existe déjà une offre de gros, y compris à l'intérieur des périmètres des zones d'intervention conventionnées AMI, et préciser les modalités d'attribution des aides de l'État sur le segment de marché d'entreprise dans ces zones géographiques. Enfin, une bonne part des zones prioritaires imposées aux opérateurs pour le déploiement de la couverture 4G est située en secteur de montagne. Est-il possible d'imposer aux opérateurs titulaires des licences 4G de s'engager sur une départementalisation de leur calendrier de couverture, notamment pour l'échéance intermédiaire de 2017, ne faisant référence qu'à des objectifs chiffrés au niveau national sans cartographie précise? Merci. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, d'abord je voudrais m'excuser, je vous ai répondu en franc, monsieur Mirassou, donc je ne sais pas si c'est une crise de jeunesse ou de faiblesse, mais c'est bien 12,5 millions d'euros. Donc je vais faire très attention, notamment sur les montants qui sont mobilisés par l'État, qui sont très importants en faveur du programme France Très Haut Débit, qui introduit bien des éléments prenant en compte la spécificité des territoires difficiles à équiper, comme les zones de montagne. Les taux d'intervention ont en effet été majorés et les critères de calcul tiennent compte de la dispersion de l'habitat comme du taux de ruralité, ce qui permet de coller réellement la réalité des coûts, notamment dans les territoires de montagne. Le périmètre des dépenses éligibles est en outre assez large car il comprend les réseaux de collecte et les raccordements finaux. Ce programme concerne en priorité le déploiement de la fibre au plus près de l'usager, ce qui constitue une première étape du développement du réseau optique. Les équipements d'activation du réseau cuivre ne sont pas financés par l'État et la collectivité reste maîtresse du choix de technologie qu'elle emploie. En ce qui concerne précisément le basculement du cuivre vers la fibre, le gouvernement a créé une mission spécifique dont la conduite a été confiée à M. Paul Chansor, ancien président de l'autorité de régulation des télécommunications. Sur le cas particulier que vous citez du segment marché entreprise dans les zones AMI, vous savez que conformément à la réglementation européenne, les aides de l'État ne soutiennent les RIP que sur les territoires dépourvus d'initiatives privées. Il faut absolument rentrer dans ce cadre. Quoi que nous en pensions, enfin sur la question de la 4G, les obligations des opérateurs sont bien départementalisées puisque le taux de couverture devra être de 99,6% de la population nationale à 2027 et au moins de 90% de la population de chaque département français à 2024 et 95% en 2027. Il y a bien donc un objectif départementalisé. En outre, l'accélération de ce déploiement est envisageable sur tel ou tel territoire suivant des modalités à identifier entre opérateurs et collectivités. Je veillerai à ce que cette mobilisation soit menée, en particulier dans les territoires ruraux où le déploiement de la 4G pour des usages fixes ou mobiles est encore plus important et urgent. Merci. Monsieur Vial. Oui, Madame la Ministre, merci pour vos réponses extrêmement précises, notamment sur le premier point en ce qui concerne l'aide de l'État avec un taux majoré, que j'ai bien noté. Sur la situation du cuivre, j'ai noté effectivement la mission donnée à M. Champsor. Il s'agit, Madame la Ministre, d'une question tout à fait importante, car bien évidemment, en fonction
des décisions qui seront prises, et vous savez les inquiétudes que les élus peuvent avoir compte tenu de ce qui s'est dit à ce sujet. Il s'agit d'un élément non négligeable dans le choix des schémas mis en place par les collectivités. En ce qui concerne les zones AMI, les zones entreprises dans les zones couvertes, notamment zones AMI, Madame la ministre, j'insiste sur ce point. Il est quand même pour le moins paradoxal que les opérateurs puissent déclarer préempter un territoire et que dans ce territoire, il y ait les zones économiques qui constituent quand même une priorité et sur lesquelles les collectivités ont très peu de garanties, pour ne pas dire aucune. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Pierre-Bernard Raymond, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Madame la ministre, la plus flagrante des inégalités de territoire, c'est celle qui naît de l'enclavement. L'exemple du département des Hautes-Alpes est très significatif à cet égard. Qu'il s'agisse du projet de tunnel ferroviaire franco-italien sous le col du Mont-Genèvre ou de l'autoroute A51, dernier chaînon manquant autoroutier à réaliser entre Grenoble et Gap sur les itinéraires Genève-Marseille et Lyon-Nice, ce n'est qu'une longue histoire de promesses non tenues et d'espoirs déçus. Décidée en 1987, annulée par M. Guessot, réinscrite par son successeur, elle a fait l'objet d'un débat public favorable en 2004. Promise par le candidat Hollande, elle a été reportée par la commission Duron au-delà de 2050. Quand on se moque des populations à ce point, il ne faut pas s'étonner qu'elles se révoltent et que les bonnets rouges fleurissent sur notre territoire. En effet, vous avez ignoré l'axe Gap-Grenoble dans le schéma des infrastructures de transport, mais vous n'avez pas oublié la route actuelle, la route Napoléon, qui est à peu près dans l'état où l'a laissé l'empereur, pour la mise en place de l'écotaxe. Ce projet autoroutier, conforme à l'article 10 du Grenelle 1, devait générer 2000 vrais emplois par an pendant 6 ans. Et il pouvait être financé entièrement par le secteur privé en acceptant de longues durées de concession. Plutôt que d'inciter les entreprises et les collectivités à créer de faux emplois pour redresser la courbe du chômage avant la fin de l'année, n'eût-il pas été préférable de susciter des investissements d'avenir tels que celui-ci? Mais je ne viens pas demander une nouvelle fois au gouvernement de tenir ses engagements. Je lui propose de s'alléger de ce dossier en le décentralisant auprès d'un groupement de 4 départements les plus concernés, l'Isère, la Drôme, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, dont les présidents, dont 3 sont socialistes, sont tous très favorables à cette réalisation. L'égalité des territoires par la décentralisation, par l'investissement et par la création d'emplois, n'est-ce pas un beau programme, Madame la Ministre? Merci. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, l'égalité des territoires est un beau programme, vous avez raison, et c'est celui du gouvernement, et j'en suis très heureuse. Mais le projet A51 que vous évoquez dans votre question est très ancien. Il consisterait à réaliser un barreau autoroutier entre le col du Fau et la Saulce. Comme l'a indiqué le rapport Duron que vous avez mentionné, qui a été remis en juin dernier au Premier ministre, ce projet est controversé quant à ses enjeux. D'une part, il soulève de nombreuses difficultés au plan technique, mais aussi environnemental, puisqu'il traverse des espaces remarquables et protégés, des zones Natura 2000 et le parc national des Écrins. D'autre part, la question du financement est également très compliquée puisque son coût est chiffré à environ 2,5 milliards d'euros, ce qui supposerait, compte tenu des prévisions de trafic, un besoin en concours public de près de 2 milliards d'euros. Pour l'ensemble de ces raisons, et comme vous le savez, il n'a pas été retenu dans les priorités du dit rapport. L'État ne participera donc pas au financement d'une telle opération, quelle que soit la maîtrise d'ouvrage proposée. Par ailleurs, seul l'État a la possibilité de recourir à des concessions pour la réalisation d'infrastructures autoroutières. Il ne semble donc pas envisageable pour un syndicat intercommunal de réaliser une telle infrastructure sous forme concédée. En revanche, des perspectives sont ouvertes dans le cadre des CPER pour travailler à la modernisation de la RN 85, en vous disant simplement sous forme de clin d'œil que je ne crois pas que le bitume existait au temps de Napoléon et que donc il est peu juste de dire que l'état de cette route est la même que celle de l'époque de Napoléon, qui pourrait aussi constituer une piste de solution à la difficulté
d'enclavement. Je voudrais dire à ce stade que je ne méconnais pas pour autant les enjeux de désenclavement. Je l'ai indiqué en réponse notamment à la question du président Mézard, dont souffrent certains territoires de montagne et certaines zones des Alpes du Sud. Mais je crois qu'il faut penser le désenclavement, pas uniquement du point de vue de la desserte routière, mais dans la perspective d'une stratégie globale de mobilité. Nous y travaillons, notamment pour évaluer la possibilité et la mise en œuvre effective d'une desserte de l'ensemble des communes de France par des systèmes de mobilité, y compris à la demande, qui seraient gérés dans le cadre d'une mission de service public qui permettrait à l'ensemble des habitants de notre pays de ne pas souffrir de cet enclavement que vous venez de souligner. Merci Madame la Ministre. Monsieur Pierre-Bernard Raymond. Madame la Ministre, je ne vous en veux pas de répercuter dans cet hémicycle les notes qui vous ont été transmises par votre administration et qui sont en partie fausses, car il n'y a aucune zone Natura 2000 sur le tracé proprement dit de cette autoroute. Je voudrais simplement vous faire une invitation, Madame la Ministre. Venez voir de quoi il s'agit. Venez faire la route entre Grenoble et Gap. Voyez exactement ce qu'il en est. Et puis, pour terminer, je vous indique que tout à l'heure, je vais rejoindre mon département, je vais rejoindre Gap. Je vais partir à 17h19 de la gare de Lyon et je serai à 23h30 à mon domicile. Merci. Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h pour la suite de l'examen du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire. Voilà pour les questions cribles consacrées à la montagne. À 16h15, ne manquez pas le discours de François Hollande qui inaugure les commémorations consacrées au centenaire de la Première Guerre mondiale. On y reviendra d'ailleurs dans 24 heures Sénat à 19h avec Delphine Girard. Très bon après-midi sur les chaînes parlementaires.